Bienvenue dans Papa GPA, le podcast qui raconte un parcours de gestation pour autrui queer et dans une démarche éthique. Épisode 4, argent, pouvoir, famille. Allez, c'est l'heure du dessert. Dernier gros sujet avec nos amis, combien ça coûte une GPA? C'est un sujet un peu tabou et on comprend pourquoi. Dès que l'argent s'invite à la table, tout le monde se crispe un peu, notamment sur le plan éthique. Mais moi je veux t'en parler car ça fait partie des questions que les gens posent. Et aussi pour pas que tu penses qu'il y a des sujets tabous autour de ta naissance. Et avant de lancer des chiffres, je veux te tordre le cou à une vieille rengaine. Est-ce qu'on achète un bébé? Est-ce qu'on t'a acheté en faisant une GPA? Ben non, pas du tout. C'est philosophiquement et logistiquement faux. On a payé des services qui ont permis de tout mettre en place médicalement, légalement et logistiquement pour que tu puisses être conçu et naître en toute sérénité pour tout le monde. Comme pour une procréation médicalement assistée qui intégrerait une gestation. Moi, ça m'a toujours semblé suspicieux, ces gens qui voient de la marchandisation que quand ça les arrange. Est-ce qu'on dit qu'un enfant a été acheté quand il y a une PMA pour aider un couple hétéro non fertile? Jamais. Est-ce qu'on dit que l'enfant a été acheté quand toute une équipe médicale sauve, à grands frais, un nourrisson qui naît prématurément à 6 mois? À aucun moment. Et on a raison de ne pas penser les choses comme ça. Et pourtant, ces services qui permettent de donner et de garder la vie, ils sont remboursés aux familles classiques par l'État. Nous, en revanche, on ne bénéficie de rien. On doit se débrouiller, s'informer seul dans des parcours semés d'embûches. Donc c'est un peu la double peine. Non seulement on nous refuse la prise en charge alors que d'autres couples l'obtiennent pour leur PMA, mais en plus, on nous reproche de payer. C'est un peu trop facile. Généralement, quand je parle de prix, je commence toujours par demander ce qu'imagine la personne. Combien vous pensez que ça coûte de passer par tous ces services? Une fois, une journaliste qui m'interviewait m'a dit: «Oh là, ça doit être beaucoup d'argent, peut-être 10 ou 20 000 $ ?» Alors, un petit rire nerveux m'a échappé, j'avoue, parce que 20 000, c'est le prix pour une assurance santé pour couvrir uniquement les soins du bébé à la naissance et ses premiers jours de vie seulement. Juste ça. Donc ça montre à quel point la réalité est méconnue. En gros, à date, et ça évolue tout le temps, il faut compter entre 150 000 et 220 000 $ pour une GPA aux USA et entre 100 000 et 170 000 au Canada. Tu comprends mieux pourquoi dès l'intro, je parlais du privilège de pouvoir faire une GPA, mais qui aujourd'hui peut mettre 200 000 € sur la table dans un projet de parentalité? Mais personne, à part une poignée de gens riches dont on fait partie. Donc quand en plus l'adoption t'est rendue compliquée, voire impossible, comme je l'ai expliqué, eh bien on comprend mieux pourquoi des milliers de personnes infertiles ou queer renoncent totalement à la parentalité. Et pour moi, c'est ça le vrai scandale de cette histoire d'argent. C'est que comme d'hab, celles et ceux qui ont de l'argent s'en sortent et les autres, on les laisse sur le carreau. Alors que si c'était autorisé ici, en France, encadré, accompagné, remboursé au moins en partie, tout comme la PMA l'est pour les autres, on verrait de magnifiques familles se former. D'ailleurs, je me suis aperçu en réfléchissant à toutes ces questions financières que parmi les groupes de discussion et amis qu'on connaît qui font une GPA, il n'y avait pas tant de diversité que ça en dit long. Voilà, ce long et instructif repas avec nos amis se termine et on repart chez nous avec en tête plein de choses à décortiquer, beaucoup de recherches à faire et encore plus de réflexions à mener. Mais, et c'est le plus important, avec une fabuleuse aventure pleine d'amour et d'émotions qui va nous mener jusqu'à ton arrivée. Alors, il y a eu d'autres personnes qui nous ont conseillé, inspiré, aidé à réfléchir. Sans elles et eux, on n'y serait jamais arrivé. Et il y a eu aussi, a posteriori, des chercheurs et chercheuses ou journalistes qui nous ont interviewés et qui nous ont incités à penser tout ce que nous avions traversé. Par exemple, pour continuer sur les questions autour de l'argent et des coûts d'une GPA,
C'est au cours d'une matinée de restitution d'études organisée par la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne, HETSL, en Suisse, que j'ai réalisé un truc qui m'a bouleversé sur le moment. L'étude avait pour objet l'impact de l'argent et de sa gestion sur nos vies et foyers LGBTQIA+. Et ce matin-là, les participantes et participants avaient été invités pour partager ce qui ressortait de l'étude. C'était super car j'ai appris et compris plein de trucs sur mes biais inconscients face à la gestion de l'argent en tant que gay. Bref, à un moment, on a parlé du coût financier d'un coming out, donc quand une personne gay ou lesbienne révèle ses préférences sexuelles et amoureuses à sa famille et ses proches. Et moi, je comprenais pas. Comment ça, le coût? Mais ça coûte rien en argent de faire son coming out, ce sont des paroles ou une lettre. Et là, elles m'ont rappelé que quand un coming out se passe mal, ce qui n'est pas rare, ça peut vouloir dire d'être expulsé du foyer familial, ou bien de le fuir, et donc se retrouver très jeune, obligé de subvenir à ses propres moyens, donc potentiellement abandonner ou limiter ses études, avec forcément un impact sur le reste d'une carrière. Je le savais théoriquement, mais ne l'ayant pas vécu, je n'avais pas connecté les points jusqu'au bout sur ce que ça voulait dire pour tout le reste d'une vie, et pas juste comme un moment difficile à passer. Ce matin-là, j'ai aussi compris que selon comment ton coming out se passait en tant que jeune homo, tu pouvais aussi jouer sans le savoir ton accession à la parentalité, si un jour tu avais envie d'avoir des enfants. Déjà parce qu'avoir une famille aimante, proche et soutenante, ça facilite beaucoup l'arrivée d'un enfant, mais aussi parce que pour réunir la somme nécessaire à une GPA, vaut mieux pas commencer par te retrouver sur le carreau dès la ligne de départ. Après, ce qui me semble important de comprendre, c'est que la très grande majorité des coûts pourraient être évités si c'était légal en France. Toute la partie PMA, donc la clinique de fertilité, ce serait sûrement remboursé, sinon ce serait une inégalité flagrante avec les couples hétéros ou lesbiens. Et les dons d'ovocytes ne peuvent pas être rémunérés en France. Il y aurait des frais de justice qui seraient réduits à leur minimum, et pour les assurances santé, que ce soit pour la femme porteuse ou le bébé, bah, ce serait inutile, parce qu'il y a la sécurité sociale et les remboursements se feraient normalement comme pour n'importe quelle autre famille. Alors, il y aurait sûrement une très bonne mutuelle à payer, mais ça risque des prix contenus par rapport à ceux pratiqués aux États-Unis, où parfois on est sur des tarifications mais démentielles. Si la GPA se légalisait en France, à mon avis, ce serait sûrement sur le modèle canadien, donc sans compensation. Donc il n'y aurait ni agence, ni rémunération à payer. Donc de 200 000 dollars, on va dire, on passerait à un parcours qui coûterait, bon, quelques dizaines de milliers tout au plus. Et ça pourrait être envisagé par beaucoup plus de familles, et pas qu'aux riches. Alors, est-ce que ça réglerait tous les problèmes? Bien sûr que non. Car en fait, quand on parle d'argent, souvent derrière, très vite, on parle de pouvoir. C'est ça le vrai sujet. Alors creusons ça un peu. En avril 2024, donc récemment, un responsable politique plutôt de gauche a déclaré être favorable à la GPA, mais sans compensation, car il ne veut pas, je cite, d'un système où les plus riches bénéficient dans un contrat du corps des plus pauvres. Fin de citation. Donc, le modèle canadien. Le positionnement, qui est assez classique en France, il est intéressant, car il pose de vraies questions sur le risque d'un nouveau rapport de force des riches sur les pauvres dans la domination de leur corps. Enfin, bon, je dis nouveau, en fait pas du tout. Cette domination, elle existe déjà. Le corps des femmes et des humains de manière générale, il est déjà dominé par les riches. Qui pourrait croire que ce n'est pas son corps qu'un manutentionnaire en usine loue à son patron, ou qu'une femme de ménage loue à son employeur, pour parler des classes les plus fragiles? C'est quand même toute l'employabilité qu'on feint de découvrir. Mais bon, imaginons quelques minutes que ce serait nouveau. Eh bien, le fait que la GPA ne soit réservée qu'aux riches, ça peut se régler, comme je viens de l'expliquer. Si c'était fait à la française dans un cadre éthique, éclairé et serein, on réduirait, voire on perdrait ce rapport de force des riches sur les pauvres sur la question précise de la GPA et de son coût. Et par ailleurs, point très important qu'on verra dans le prochain épisode, la question de la pauvreté des personnes souhaitant devenir femmes porteuses, elle est traitée dans un parcours éthique. Ça fait partie des raisons valables pour rejeter un dossier. Maintenant, à la question est-ce que c'est éthique de rémunérer une femme qui souhaite porter l'enfant d'une autre famille, ou encore ne peut-on défendre que les GPA sans compensation, ma réponse est hyper claire. Ce n'est certainement pas à moi,
un homme cis, de décider ce que les femmes peuvent faire ou ne pas faire avec leur corps, ni leur dicter si elles peuvent, suite à cela, percevoir de l'argent. Ne pas les rémunérer serait en tout cas cohérent avec l'esprit de notre société qui n'a de cesse de demander aux femmes de faire tout un tas d'activités et de donner d'elles-mêmes, notamment dans ce qui a attrait au foyer et aux enfants, ce que les féministes ont identifié et nommé le travail du care, du mot anglais care qui signifie soin au sens d'attention, entretien, charge. Et on trouve ça normal que ce travail soit toujours fait par les femmes bénévolement, de manière altruiste ou sans compensation, peu importe le mot choisi. D'ailleurs, moi là je te parle de l'arrivée d'un enfant, mais ce sont encore sur les femmes que nous les hommes nous comptons pour s'occuper des personnes seniors et en fin de vie. Tant et si bien que c'est pas rare de voir des femmes passant leur trentaine et leur quarantaine à travailler pour leurs enfants, et leur cinquantaine et soixantaine à travailler pour leurs parents, et ceux du conjoint, et parfois même aussi pour leurs petits-enfants. Et toujours un travail sans rémunération. Parfois je me dis que sans les femmes et leur travail gratuit, il y aurait juste pas de famille hétéro. Et que les hommes hétéros y ont leur place, moins pour leur care que par pouvoir et donc domination. Tous les hommes qui s'inquiètent de l'exploitation des femmes pourraient peut-être commencer par s'attaquer à ce système dont nous bénéficions exclusivement en tant qu'hommes, et ce depuis toujours. Juste une suggestion. Donc bon, c'est pour ça que les mecs hétéros qui nous font des leçons de morale sur comment on crée et s'occupe de nos familles queer, je passe. Pas assez crédible. Enfin bref, ce que je crois, c'est qu'on a besoin d'entendre les femmes, premières concernées sur le sujet. Et nous, les hommes, on a besoin de se taire et d'écouter pour une fois. Et c'est d'ailleurs en préparant ce podcast, et grâce à ma sœur, donc ta tante, que j'ai appris qu'en France, la majorité des féministes seraient favorables à la GPA sous condition, selon une enquête empirique réalisée par la Maison des sciences de l'homme Alpes au printemps 2023 auprès de 550 féministes. Cette étude a donné lieu à un colloque d'une journée à l'université de Grenoble-Alpes, à laquelle ce fut passionnant d'assister, car on entendait enfin, en France, des femmes parler de GPA. Et un des constats qui a été le plus répété ce jour-là, c'est qu'on manquait terriblement d'études de fond sur des disciplines variées, sociaux, anthropo, psycho, éco, médicales, etc., pour mieux comprendre ces sujets de société. Il faudrait commencer par approfondir la recherche, et je parle de recherche universitaire, pas de recherche Google ou des billets d'opinion, pour avoir une meilleure compréhension de nos familles, de nos histoires, de nos parcours. Avoir plus d'analyses et de données et moins de croyances et de fantasmes. Il en va de même pour les voix de ces milliers de femmes qui ont porté les enfants d'autres familles et qu'on entend si rarement. Pourquoi on n'a pas plus d'études, de reportages, de témoignages, de récits de ces femmes extraordinaires qui décident d'entrer dans un parcours de GPA éthique? Plus j'y pense, plus je me dis que la seule voie possible pour une GPA éthique, c'est celle qui longe et croise celle de la lutte contre le patriarcat. Quand on promeut une GPA éthique, on part du postulat qu'une femme, quand certaines conditions sont réunies, est en mesure de faire un choix éclairé et qu'elle doit être libre d'utiliser son corps comme elle le souhaite. Tout comme un homme d'ailleurs, mais généralement ce n'est jamais nos corps d'hommes cis qui font débat. Il faut donc tout faire pour que les conditions permettant à une femme de faire un choix en pleine puissance soient réunies. Et ça veut dire lutter contre l'autorité, le pouvoir et la violence qu'exercent systémiquement les hommes sur les femmes. Surtout quand on est un couple d'hommes, pour parents d'intention. Comme ta tante m'a dit un jour, toutes les personnes qui se lancent dans une GPA devraient avoir un cours de base sur les féminismes. Alors je m'attendais pas à cette remarque, mais je l'ai trouvée hyper pertinente. D'ailleurs, son parcours à elle est super intéressant. Elle m'a expliqué que lors des manifestations pour défendre le mariage pour tous, il y a 10 ans, à cette époque, sans être forcément contre, elle se posait des questions sur la GPA. Et puis depuis, les études de ta tante, ses expériences, ses engagements féministes, et aussi de suivre un couple d'amis hétéros ayant dû passer par une GPA, puis ensuite notre parcours à nous qu'elle a suivi de près, d'en apprendre plus sur la GPA et de nous voir à la manœuvre pour nous assurer que ce soit fait éthiquement, de nous voir nous poser plein de questions, tout ça a concouru à l'ancrer dans un positionnement favorable. Donc une sorte de mélange de vécu et de réflexion, le tout nourri par une volonté de s'informer. Maintenant, elle est désormais une défenseuse de la GPA sous condition et elle a les idées hyper claires sur le sujet.
Après, il y a une espèce dont je me méfie beaucoup, mais qu'il faut quand même bien rigoler. Ce sont les ultralibéraux qui voient le monde et le vivant comme un royaume à dominer, à mettre à genoux, à ravager de leur violence et de leur cupidité, que ce soit sur le plan environnemental, économique ou social, mais qui, quand il s'agit du corps des femmes, se sentent tout d'un coup très sensibles, très émus, très protecteurs, même beaucoup trop pour que ce soit crédible en fait. Et je crois que ces gens ne luttent pas pour défendre le droit des femmes. Ils luttent pour défendre leurs intérêts, leur modèle sociétal et familial, celui qui assure que le système dans lequel ils sont tout-puissants perdure. Et nous, avec nos nouvelles manières de faire famille, on bouleverse un peu leur agenda. On crée de nouveaux rôles dans nos familles, on imagine, car on y est contraint et contrainte, d'autres manières de distribuer les places et les responsabilités, d'autres définitions de la famille. Et c'est super beau, car on se rend compte qu'en fait, beaucoup plus de mondes sont possibles, de manières de s'aimer, d'être proche, d'être investi, d'être en lien. Et puis surtout, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut reprendre la main sur tous ces standards. On peut les suivre, les adapter, les tordre. On réinjecte de la vie, de la créativité, de la diversité dans nos manières d'être ensemble. Il est temps de s'ouvrir à toutes ces manières d'aimer et de faire famille autrement, comme le dit Gabriel Richard dans son fabuleux essai du même nom. D'ailleurs, que ce soit avec des enfants ou pas. Alors bien entendu, ce que je dis est forcément biaisé. Non seulement je suis un homme cis dont le corps n'est pas l'objet d'injonctions permanentes, mais en plus pour devenir papa, j'ai bénéficié avec ton autre papa d'une GPA. Donc réaliser qu'une GPA éthique est en fait impossible aurait un coût moral immense pour moi. Cependant, je crois pas que cela m'aveugle, ni ton autre papa. On se pose beaucoup de questions, et lui est expert en éthique, donc il est bien placé pour nous orienter dans nos réflexions. Mais quand bien même, notre point de vue, il peut pas être neutre. Donc nous laissons à d'autres, penseuses et penseurs, le soin de travailler ce récit et d'en tirer leurs conclusions. Et toi aussi, tu développeras peut-être ta pensée critique sur tout ça, si tu en as envie. En revanche, ce que je tiens à noter, c'est que cette introspection, elle ne doit pas être à sens unique. Il faut que les anti-GPA aussi se posent elles et eux des questions. Une des grandes trouvailles philosophiques de Karl Marx, je trouve, et qu'il décrit avec Friedrich Engels dans leur ouvrage de 1846 intitulé L'idéologie allemande, c'est que la classe dominante produit une pensée, une idéologie, qui s'inspire de son temps et qui justifie l'ordre établi. Et que souvent, les grandes logorées humanistes et universelles, si elles peuvent sembler défendre les plus faibles, les empuissancer, les galvaniser avec des valeurs fortes, en fait, par un malin effet d'inversement, elles contribuent plutôt à légitimer et maintenir le pouvoir des dominants. Donc il faudrait que les anti-GPA se demandent si ce qu'elles perçoivent comme une lutte contre la marchandisation du corps des femmes l'est vraiment, ou si c'est juste une validation que le corps des femmes ne leur appartient toujours pas, et encore moins quand il s'agit d'enfanter. Dans la grande guerre multiséculaire pour le contrôle des utérus et l'armement démographique, est-ce que la gestation pour autrui est réellement l'ennemi? Ou bien est-ce juste un chiffon rouge qu'on agite pour détourner l'attention de ce qu'il est vraiment urgent de changer en profondeur? Bon, maintenant qu'on a réinvesti la place du village avec notre amour, il est temps de s'intéresser à comment nommer ces personnes qui vont changer nos vies, et notamment la femme dite porteuse. Et tu vas voir, ça soulève plein de questions intéressantes. Alors, à la semaine prochaine!